Cette conférence va maintenant être enregistrée. Très bien. Écoutez, moi, je vous propose de démarrer, et puis les gens vont arriver, probablement encore d'autres personnes, évidemment, vont arriver en cours d'émission. D'abord, je voudrais vous remercier d'être présent à nouveau pour cette troisième émission web organisée par Gyptis en partenariat avec le cabinet Stan. Et certains membres du cabinet, d'ailleurs, sont ici connectés. L'idée d'organiser ces émissions web en période de crise, c'était à la fois pour maintenir la parole de Gyptis, de l'Institut Gyptis dans cette période un peu compliquée, alors que Gyptis, comme vous le savez, va être un institut qui s'occupe exclusivement ou essentiellement, en tout cas, des maladies génétiques, des maladies rares, et ne sera pas impliqué, a priori, dans la gestion de crises sanitaires, épidémiques, infectieuses. Et pourtant, dans cette période, il y avait énormément de sujets qu'on souhaitait aborder, et on a organisé donc une série d'émissions web à destination essentiellement de nos soutiens, de nos partenaires, de nos mécènes, et beaucoup plus largement d'ailleurs, puisque cette émission a vocation ensuite à être diffusée. Sur des thèmes que nous avons choisis. Alors, il y a eu un premier thème qui était sur quelle médecine dans l'urgence en période de crise, où mon invité était le professeur Dominique Baraninki. On a fait une deuxième émission où on traitait du décryptage des informations, des fake news et autres théories du complot en santé. Là aussi, on a entendu énormément de choses dans les médias et sur les réseaux. Et puis, il nous semblait important également de faire une troisième émission sur l'éthique et en particulier, peut-on respecter les principes éthiques en période de crise. On a proposé cette émission parce que dans cette période, là aussi, on a entendu et vu et lu énormément de choses qui concernent des sujets aussi importants mais variés que le consentement, que le droit des patients, que le choix des médecins également dans le cadre de leur pratique médicale, énormément également de questionnements sur la fin de vie et tout un tas d'autres principes éthiques ou questionnements éthiques en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a constitué ce soir un plateau avec trois invités. Donc, la première personne qui s'exprimera ce soir, c'est le docteur Perrine Malzac. Donc, Perrine Malzac est médecin, généticienne à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, dans le département de génétique médicale. Mais elle est également directrice adjointe de l'espace de réflexion éthique PACA Corse. Alors, cet espace de réflexion éthique PACA Corse, il est constitué des deux espaces éthiques qui sont l'espace éthique azuréen et l'espace éthique méditerranéen, dont elle est la coordinatrice. Et c'est un pôle de compétences interrégionales en éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, avec des missions de favoriser la réflexion dans les pratiques soignantes, de contribuer à la diffusion des savoirs, de produire évidemment aussi pas mal de travaux de recherche. Et c'est le cas de Perrine Malzac qui, tout au long de sa carrière, à la fois comme généticienne et comme responsable d'un centre d'éthique, a eu une très belle et très large production scientifique dans le domaine, dans les deux domaines, donc que sont la génétique et l'éthique. La deuxième personne que nous accueillons, c'est Madame Anne Buisson. Madame Anne Buisson, j'ose dire que vous serez, et vous êtes d'ailleurs la voix des malades. Je pense que c'est peut-être ce qui vous définit le mieux à travers vos diverses activités, puisque vous avez un parcours à la fois varié, mais extrêmement intéressant, puisque vous avez étudié la philosophie, si je ne me trompe pas, au Panthéon-Sorbonne. Ça fera le lien avec notre troisième invité. Je vous avoue que je l'ai découvert moi-même aujourd'hui. Vous avez été très modeste dans votre présentation et il a fallu que je lise pour le savoir. Donc, vous avez étudié la philosophie, puis ensuite, vous avez été immergée comme modératrice dans de nombreux forums de patients, notamment de patients atteints de deux maladies rares, qui ne sont pas des maladies strictement génétiques d'ailleurs, qui sont la maladie de Crohn et qui sont la rectocolite hémorragique, qui sont deux maladies chroniques qui débutent généralement dans l'enfance, adolescence, mais qui se poursuivent tout au long de la vie. Des maladies complexes, compliquées à traiter. Et donc vous avez fait votre parcours essentiellement depuis les années 2000 au sein de l'association qui s'occupe de ces deux pathologies, qui est l'association François Aupetit, à la fois comme écoutante, puis comme responsable de la communication. Et tout ça pour servir la cause et la reconnaissance des malades. Vous êtes également membre de différentes commissions, dont le groupe de réflexion avec les associations de malades de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, mais également auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la Haute Autorité de santé. Donc, voilà, comme je le disais, vous représenterez surtout la voix des malades et merci également pour avoir accepté notre invitation. Et notre troisième invité,
Donc, c'est le professeur Jean-François Bronstein. Jean-François Bronstein, c'est un universitaire, carrière universitaire, maître de conférences de philosophie, puis maître de conférences d'abord à l'université d'Amiens, puis à l'université Panthéon-Sorbonne, nommé professeur de philosophie contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne en 2008. Et Jean-François Bronstein appartient à cette catégorie de philosophes qui écrit longuement sur la science, la santé et sur l'éthique également. Il appartient à diverses associations et structures. Il est notamment membre du conseil scientifique du centre Georges Canguilhem et de la Société française de philosophie, et ancien secrétaire de la Société des Amis de Jean Cavaillès, et membre de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie, et président de la Société internationale de la maison d'Auguste Comte. Jean-François Bronstein a poursuivi depuis longtemps, en tout cas, des recherches sur l'histoire de la philosophie, des sciences biologiques, médicales et humaines au XIXe siècle, ainsi que sur l'histoire de l'épistémologie française. Et merci à toi, Jean-François. On se connaît, c'est pour ça que je me permets de tutoyer Jean-François, comme je connais également Perrine Malzac, forcément, en génétique à Marseille. C'est pour ça que je me suis permis de te tutoyer, Jean-François, et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Nous avions convenu lors de la préparation que notre première intervenante serait le docteur Perrine Malzac. Donc Perrine, je te laisse la parole pour environ une douzaine de minutes, le même temps de parole pour nos trois intervenants, et s'en suivra un débat et évidemment les questions que notre public aura à poser. Merci à vous trois, merci à vous tous. Merci Nicolas. Effectivement, je vais intervenir en premier et je vais, comme on l'a convenu, faire une sorte d'état des lieux du paysage actuel en période de crise Covid qui s'est organisé pour la réflexion éthique autour de différentes structures, et j'essaierai au fur et à mesure aussi d'écrire les différentes questions qui sont remontées vers ces structures. Alors d'abord, en fait, il y a dès le début de la crise, le 13 mars, le Comité consultatif national d'éthique a émis un avis, enfin, il a appelé ça une contribution parce qu'effectivement, ça a dû être rédigé très rapidement, et sur le thème des enjeux éthiques face à une pandémie. Et dans cette contribution, le Comité consultatif national d'éthique proposait que soient mis en place des cellules éthiques de soutien pour accompagner les professionnels de santé au plus près de la définition de leurs priorités en matière de santé, face à cette crise qui s'annonçait très difficile, très lourde, et notamment le premier point qui paraissait le plus difficile, c'est le fait qu'il devait y avoir une réorganisation totale des services pour pouvoir affronter cette épidémie virale. Et le CCNE pensait qu'il était nécessaire de soutenir les professionnels de santé pour gérer cette réorganisation et la gestion des ressources rares, notamment en réanimation, pour l'entrée en réanimation. Donc c'était voilà le premier aspect. Donc les comités, les espaces de réflexion éthique régionaux qui préexistent, qui sont des structures de réflexion éthique réparties dans toutes les régions de France, aidés des comités d'éthique d'établissement et de l'ARS et des ARS, ont été chargés d'essayer de mettre en place ces cellules éthiques de soutien, ou d'ailleurs cellules de soutien éthique. Là, juste, je fais un petit aparté sur la sémantique. Dans cet avis, tout d'abord, le CCNE parle de cellules de soutien éthique, puis de cellules éthiques de soutien. Vous me direz que c'est la même chose. Pas tout à fait, parce que dans le premier terme, c'est cellules de soutien éthique, on a la dimension de soutien qui est mise en avant. Et c'est celle, nous, que nous avons retenue à Marseille, c'est-à-dire cette cellule n'était pas là pour dire l'éthique, pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais pour soutenir les soignants et les aider à réfléchir dans le champ de l'éthique s'ils en avaient besoin. D'autres ont préféré cellules éthiques de soutien qui donnent une dimension plus comité d'éthique à ces cellules de soutien. Bon, ça c'est juste au passage. Alors, sur notre région et sur notre CHU, à la PHM, on a mis en place donc une cellule de soutien éthique locale avec une dimension à la fois locale et régionale. La dimension locale, c'est une dimension donc pour répondre à ces besoins éventuels des professionnels de santé, des soignants,
à savoir faire de la casuistique, répondre au cas par cas, aux questions qu'il soulèverait, qu'il nous apporterait. Et donc, on a mis en place un groupe pluridisciplinaire susceptible de répondre à ces interrogations. Et puis, en parallèle, on a aussi mis en place un dispositif régional, parce que les missions des espaces régionaux sont des missions régionales, c'est-à-dire de contacter les autres établissements, de les aider à mettre en place des cellules de soutien éthique locales, avec l'aide de l'ARS. Donc, en particulier, on a été sollicité par les hôpitaux militaires de l'Aveyron et de Sainte-Anne, l'hôpital Saint-Joseph, l'Institut Paoli-Calmette, le centre gérontologique départemental, les hôpitaux d'Avignon, Toulon, bon bref, sur la région, une vingtaine d'établissements, ce qui n'est pas énorme, qui ont demandé de l'aide pour mettre en place aussi leurs cellules éthiques, leurs cellules de soutien éthique. Et enfin, on a décidé dans le cadre de ce qu'on a appelé l'Observatoire des pratiques, de mettre en place une démarche de veille éthique avec à la fois un objectif immédiat, c'est-à-dire avoir des documents, des publications, des réflexions de personnes formées en éthique sur les différents sujets qui émergeraient au fur et à mesure, et une veille éthique aussi utile pour l'avenir, pour repenser la crise a posteriori, pour préparer l'avenir. Donc voilà un petit peu le dispositif. Alors, pour aborder les thématiques sur lesquelles on a été sollicité, tout d'abord, effectivement, et en tout premier, on a été interrogé par rapport aux questions de priorisation des choix pour la prise en charge des patients Covid, en particulier donc en réanimation. Très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ce besoin n'était pas immense dans le champ de l'éthique, puisque les professionnels se sont organisés. D'abord, ils ont l'habitude de prioriser. Là, la crainte, c'était de devoir prioriser sur des caractéristiques autres que médicales, d'aller au-delà des critères médicaux habituels, par exemple, de devoir intégrer des critères d'âge ou des critères de durée de vie restante. Voilà, il y a des travaux qui avaient déjà été faits dans d'autres pays, en Italie en particulier. Et puis les sociétés savantes françaises se sont mis au travail et aussi ont mis en place des recommandations, des protocoles. Donc, on a un petit peu, la cellule a été saisie pour aider à relire ces protocoles et y mettre quelque part une dimension éthique si ces protocoles s'avéraient trop instrumentaux d'une certaine façon. Puis, on a été interpellé sur la question de l'accompagnement des patients en fin de vie, parce que, comme vous le savez, avec le confinement, les hôpitaux, les EHPAD, toutes les institutions ont dû fermer leurs portes. Fermer leurs portes aux familles, fermer leurs portes aux bénévoles, aux visiteurs, fermer leurs portes à tous ceux qui d'habitude ont l'habitude d'aller et de venir au sein de l'hôpital et d'apporter leur aide, leur accompagnement aux personnes, et notamment pour la fin de vie, puisque les patients hospitalisés, qu'ils soient atteints de Covid ou hors Covid, se retrouvaient donc seuls, complètement isolés, avec beaucoup de impossibilité d'avoir des visites familiales, avec seul interlocuteur, donc les soignants, les professionnels de santé. Et notamment pour la période de la fin de vie, la question semble, tout le monde, beaucoup ont fait remarquer qu'il y avait quelque chose de très difficile et pour les patients mourants et pour les familles de ne pouvoir être là pour les derniers instants. Et ça se prolongeait d'ailleurs au-delà des derniers instants, puisqu'il y avait un même interdit qui s'est mis en place autour de tous les rituels funéraires, tous les actes funéraires, avec une limitation extrême de la présence des proches à ce moment-là très important de la vie, qui est la fin de vie. Donc, par rapport à ça, pour ce qui est accompagnement des patients et l'accompagnement en fin de vie, des discussions ont été menées et au sein de la PHM, des solutions ont pu être apportées au cas par cas. Et en particulier pour ce qui est de la communication avec notre aide et l'aide d'étudiants qui se sont impliqués. On a pu trouver des tablettes pour pouvoir permettre aux patients de communiquer avec leurs proches. Voilà, il y a eu tout un dispositif qui s'est mis en place, qui est beaucoup à l'initiative des soignants, il faut le dire. Nous, on a apporté notre contribution, notre aide, à la fois pour la réflexion et en pratique.
Un autre sujet qui est apparu, c'est la question, là aussi qui est apparue dans les premières semaines de la crise, c'est la disparition importante, on va dire pas complètement disparition, mais diminution importante de la présence des patients non Covid dans les hôpitaux, aux urgences, moins de consultations, alors qui était aussi moins de consultations auprès des médecins généralistes, d'ailleurs une diminution globale de toutes les consultations, de tous les recours de patients pour les soins courants, pour la prévention, pour les consultations habituelles. Il y a eu aussi des phénomènes obligatoires de déprogrammation des actes avec des arbitrages nécessaires, et tout ça a posé un grand nombre de questions aux professionnels de santé qui devaient choisir qui déprogrammer. Voilà, qui se sont interrogés aussi où étaient passés leurs patients atteints de maladies cardiovasculaires, les patients qui faisaient des AVC habituellement, voilà, où étaient ces patients, et est-ce qu'il n'y avait pas un risque de perte de chance pour toutes ces personnes qui ne se rendaient plus auprès des professionnels de santé, qui ne venaient plus dans les services spécialisés, qui ne venaient plus aux urgences, ou qui venaient moins. Voilà, et donc on a là aussi alerté à l'occasion d'une saisine particulière, qui était une question qui nous a été posée concernant, enfin, on nous a alerté plutôt sur le cas d'un patient, d'un jeune homme qui souffrait de douleurs abdominales, qui a attendu. Il est arrivé au dernier moment en péritonite aiguë avec une prise en charge qui s'est avérée très difficile, et d'ailleurs il est passé en réanimation. Une simple appendicite s'était transformée en une maladie, en une forme infectieuse grave. Et là, clairement, vous voyez la perte de chance. Et bon, ça a été un cas, mais il y en a eu d'autres. Et donc, la PHM a réagi à ce niveau-là. Et nous, on a mis en place une saisine, une réflexion partagée pluridisciplinaire. Bon, il y a, je sais pas, il y a la question des droits des patients aussi qui a été soulevée. Peut-être que je vois que le temps passe, donc d'autres en parleront peut-être mieux après moi. Voilà, des exemples de situations qui nous sont remontées. Alors, juste ce que je voulais faire, c'est une analyse de ce dispositif rapide. Il nous a été demandé à travers d'intervenir en fait dans le champ de la casuistique auprès des professionnels de santé pour les aider à prendre des décisions extrêmement difficiles. On s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait assez peu de saisines de ce type-là, en tout cas très peu venant des CHU, un petit peu plus venant des hôpitaux généraux, des EHPAD, du champ médico-social. Donc, on s'est un peu interrogé sur pourquoi pas de saisine directe. Probablement que les médecins, avec leurs équipes soignantes et les sociétés savantes, ont su arbitrer un certain nombre des choix difficiles qu'ils rencontraient, notamment avec des recommandations, des procédures, des protocoles, ce qui permet de réagir rapidement dans l'urgence, de rassurer, ce qui ne permet pas toujours de dépasser, disons, ou d'aider à trouver du sens à ce qu'on fait. Et dans un premier temps, c'est probablement utile. Plus tard, il sera peut-être nécessaire de revenir sur tout ça. Deuxième point, c'est que le temps de l'action n'est pas toujours celui de la réflexion. Là, il a fallu agir vite, il a fallu se mettre en ordre de marche, il a fallu réorganiser, il a fallu faire, et que effectivement, beaucoup de soignants n'étaient pas disponibles pour passer du temps à la réflexion éthique. Et puis, peut-être, ça c'est une hypothèse, c'est qu'avec cette fermeture des hôpitaux au tiers extérieur, hein, qui étaient les familles, que sont toutes sortes de visiteurs, de même pour les EHPAD, tous les foyers dans le champ médico-social, on a eu une absence de regard tiers dans des espaces, dans des huis clos, dans un entre-soi médico-scientifique, qui n'est pas non plus forcément propice à la pluridisciplinarité, en tout cas dans ce temps-là immédiat de l'action. Or, toute approche éthique, toute réflexion éthique se fonde sur la pluridisciplinarité. On a eu l'impression qu'il y avait un besoin d'être entre soi pour agir, pour faire. Quoi qu'il en soit, les travaux qu'on a menés, la veille qu'on a pu faire, l'ensemble des réflexions qui ont pu se mener avec des personnes formées à l'éthique, hein, une trentaine de personnes qu'on avait sollicitées pour nous aider. Ça a servi d'abord dans l'immédiat pour les quelques soignants qui avaient besoin de donner du sens
et qui nous ont quand même sollicités, qui ont accepté de prendre le temps pour se poser, pour réfléchir et qui nous ont fait des retours très positifs à ce niveau-là. Mais je pense que ça servira aussi par la suite parce que on va sortir de cette crise, on va sortir de l'urgence et les soignants auront été confrontés à des choix difficiles, auront été confrontés à des situations stressantes, à la remise en question de leurs propres valeurs. Et il va être nécessaire de repenser tout ça et puis aussi peut-être à l'aune de cette période qui risque de durer, de repenser la relation de soins quand on est en situation de devoir à la fois rester proche pour le soin, tout en gardant ses distances pour éviter l'infection, ou pour apprendre à faire confiance quand l'autre est potentiellement vecteur d'une maladie mortelle, en tout cas présentée comme mortelle. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui font que la relation de soins, en tout cas dans les mois qui viennent, et peut-être à l'avenir, devra être repensée par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire habituellement. Et il me semble que tout ce qu'on a pu recueillir, tout le travail qui est fait actuellement dans le champ de l'éthique par ces structures-là, pourra permettre cette réflexion. Je crois que je suis arrivée au bout du temps qui m'était imparti et donc je vais m'arrêter là et puis sur d'autres points, on pourra en discuter dans le temps de discussion après. Bien sûr. Merci beaucoup, Perrine. Je passe sans attendre la parole à Madame Buisson et puis voilà, on fera le débat plus tard, juste après l'intervention de Stein. Merci, Madame. Merci, bonsoir. Moi, je pense que finalement, moi, j'ai vécu cette crise avec les malades, les malades chroniques. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a eu des remontées des patients, et pas seulement d'ailleurs des patients atteints de maladies chrono de rectocolite, mais d'autres patients, puisqu'on agit beaucoup en interassociatif, on a vu les problèmes, effectivement, les problèmes éthiques émerger dans cette crise qui n'est pas finie, mais c'est vrai qu'il y a eu une première phase de la crise avec, je voudrais d'abord parler de cet imaginaire de la guerre, parce que pour moi, il a été réellement important, il a beaucoup joué, puisque l'image finalement de ces soignants montrés comme des héros de guerre qui étaient tous occupés en fait sur le front de la maladie, avec le fantasme du champ de bataille, a eu quand même une énorme influence ensuite sur la question de l'organisation des soins. Et la première, et donc l'idée c'était effectivement de s'accrocher au mât, en fait, et puis d'attendre que la tempête passe, avec, je pense, une sidération à la fois des soignants, parce que les soignants le disent eux-mêmes, cette sidération du début de crise, comme de la population et comme des patients atteints de maladies chroniques, et les nôtres, en tout cas ceux que je représente, sont des gens qui sont immunodéprimés par les traitements, donc des personnes fragiles à risque de Covid aggravé. Et ces personnes-là se sont senties tout simplement abandonnées. C'est-à-dire qu'il y avait une saturation réelle de communication sur le Covid, sur les malades du Covid, et on en reparlera, on reviendra là-dessus. Mais on avait aussi vraiment une sensation que du coup, les patients chroniques qui sont 15 millions en France avaient été complètement oubliés et abandonnés, et en particulier dans le cadre de la continuité des soins, puisque donc effectivement, il y a eu des annulations, des reports de consultation, mais effectivement, comme le disait Perrine, avec quand même des arbitrages assez incroyables quand même, puisqu'il y a eu un arrêt total des greffes, et donc par peur de contamination des greffons, avec des gens en attente de greffe cœur-poumon qui probablement n'ont pas passé le temps de la crise. Clairement, il y a eu des décès liées en fait à la non prise en charge de ces personnes en attente de greffe. Il y a eu des pertes de chance qui a été liées aussi au fait que des patients en chimiothérapie, en général pour des cancers avec des espérances de survie qui n'étaient pas forcément importantes, donc des arbitrages de bénéfices-risques pour savoir si on continuait quand même ces chimiothérapies. On a eu aussi effectivement un certain nombre de patients qui ont eu des problématiques liées en fait à la non-continuité de leurs soins de kiné, en particulier la kiné respiratoire, puisque tous les cabinets de kiné ont fermé, la kiné respiratoire dans le cadre par exemple de la mucoviscidose, la kiné de rééducation, la kiné antidouleur en fait pour des personnes allergiques, en particulier spondylarthropathie. Et en fait, ces personnes ont vu des véritables régressions dans l'évolution de leur maladie. Donc on est vraiment dans un cadre
cadre quand même de perte de chance. Et puis ensuite, effectivement, ce que dit Perrine, et je trouve que c'est vraiment un sentiment très important, c'est comment finalement le monde de la santé, le monde médical s'est clos sur lui-même, avec un monde de l'entre-soi. On parlait d'un hôpital effectivement sans famille qui accompagne, sans proches, sans personne de confiance éventuellement pour dire et donner les volontés de la personne hospitalisée. Donc un hôpital inhospitalier avec une fermeture totale une fermeture totale en fait aux représentants d'usagers. Et donc c'est vrai qu'on a vu ce huis clos en partie aussi dans les EHPAD qui a été à mon avis assez bouleversant pour les familles. Et c'est vrai que aujourd'hui dans les EHPAD il y a aussi des représentants d'usagers dans ces EHPAD et on a senti cette tension dans les EHPAD de personnel qui à la fois était bienveillant, mais avec cette idée quand même qu'il y avait effectivement aucun regard de l'extérieur sur des personnes. On a eu des cas par exemple de contention, de personnes qui étaient confinées dans leur chambre et qui souhaitaient par exemple aller se promener sans autorisation. Et donc on voit bien qu'il y a eu aussi finalement des prises de décision, des arbitrages, des personnes à l'intérieur des établissements de soins qui n'ont pas effectivement eu le regard de l'extérieur ou de la société civile ou des familles. Et encore une fois, quand on parle du droit des patients, et c'est vrai que c'est très important pour moi de dire ça, c'est que on n'est pas là dans une critique finalement des professionnels, des soignants, mais plutôt dans une réflexion qui nous amènerait en fait à construire davantage, ce que disait Perrine, une relation, y compris dans les moments d'urgence, qui permettent de se soutenir les uns les autres, en fait, dans les décisions qu'on prend et qu'on doit assumer collectivement, je pense. Et puis, l'autre aspect de cette, finalement, du droit des patients, et moi, une chose qui me tient vraiment à cœur, puisque le droit des patients, c'est quelque chose qui s'appuie sur la reconnaissance finalement du sujet, du patient comme sujet, en capacité d'autonomie, de décision. Et c'est vrai qu'on a eu affaire finalement dans cette crise du Covid, quelque part alors à la fois, c'est difficile de dire ça, mais à la fois quand même à une forme de choséification, je ne sais pas comment on dit, des personnes qui n'étaient plus des sujets, mais des personnes évidemment qu'on avait à sauver et à qui finalement on n'a pas forcément demandé leur avis. Et donc, je pense que la question du consentement, et on reparlera probablement dans les débats, et donc de comment on doit repositionner, y compris en urgence, l'individu comme un sujet, et en particulier quand il est dépendant, en particulier quand il est vulnérable, de le reconnaître comme sujet et de lui et d'aller jusqu'au bout de son consentement ou du consentement de la personne de confiance, si évidemment la personne n'est pas consciente, est quelque chose qui est vraiment très important, je pense, dans le cadre du droit des patients et qui n'a, à mon sens, pas réellement été appliqué. Et puis c'est aussi quelque part et médiatiquement quand vous voyez un petit peu comment on imagine les malades aujourd'hui, l'imaginaire est très important, je crois. Comment on imagine les malades aujourd'hui de Covid, on les imagine tous relativement âgés sur un lit en réa, la plupart du temps sur le ventre, donc vraiment comme une espèce comme des personnes qui sont devenues presque passives. Alors que on peut imaginer, et je pense que dans 80% des cas, les personnes âgées de plus de 70 ans sont souvent en réalité, dans la réalité, des personnes qui sont des personnes actives, sportives, etc. Et je pense qu'il y a eu une victoire médiatique quelque part, et puis d'une médecine qui était hyper technicisée, avec vraiment un effacement quelque part du sujet. Et je pense que il va falloir reconstruire, je crois, a fortiori, ce lien de co-construction entre les patients, les soignants et les proches. Et faire attention, parce que je crois que c'est aussi un point de vigilance. Je crois qu'on n'avait jamais connu ça avant. Je rappelle quand même que le droit des patients, c'est quelque chose qui a été un combat de longue haleine, et puis qui reste un combat de longue haleine, on le voit bien. Et donc, pour nous en tant qu'association, ça a été quand même quelque chose qui a été très difficile à vivre. Alors, à tous les points de vue, parce que je ne sais pas si vous en avez, si vous avez
constaté, mais finalement, dans cette crise, il n'y a eu que le discours des scientifiques, des politiques, très peu finalement de la société civile et encore moins des associations de patients. Et c'est étonnant d'ailleurs comment aujourd'hui on est arrivé à quelque part un échec quelque part hein, de ce qu'on appelle la démocratie en santé et donc il va falloir assez rapidement redéfinir cette démocratie en santé et peut-être organiser d'ores et déjà peut-être hein, une mission pour essayer d'aller voir un petit peu dans les établissements comment cette démocratie en santé, dans le cadre de cette crise qui continue, qui perdure, qui n'est pas encore terminée, comment en fait elle est appliquée et comment on peut la mettre en route à nouveau. Et puis dernière chose, alors on parlera tout à l'heure peut-être de la fin de vie, mais c'est vrai que je pense que le cadre de la décision partagée ou de la prise de décision partagée, hein, qu'on appelle tous de nos voeux en tant qu'association de patients, est aussi quelque chose qu'il va falloir construire, y compris dans le cadre des urgences. On a par exemple des cas par exemple de transfert de patients où finalement les transferts de patients dans les autres villes ont été faites parfois sans la décision même des familles, hein, avec vraiment une décision organisationnelle. Il n'y a pas eu réellement de consentement éclairé des personnes ou des familles. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort, y compris en urgence, si le patient est d'accord et conscient de pouvoir aller chercher son accord et puis de construire cette décision partagée, y compris dans des contextes d'urgence. On parlera peut-être tout à l'heure de la fin de vie et de la dignité de la personne parce qu'il faudrait peut-être qu'on laisse un petit peu aussi de contenu aussi hein, dont on pourrait discuter. Et c'est vrai qu'on a eu quand même un certain nombre de cas relativement inquiétants, on va dire, de personnes qui en fait avaient demandé à être inhumées et qui en fait qui ont eu une obligation de crémation. On a eu aussi, bien sûr, des questions sur le cadre des intubations, des pénuries, hein, les pénuries de curares, par exemple, mais d'autres types de pénuries. Et puis, on a eu évidemment la question des soins palliatifs. Mais ça, je crois que, et je pense que les soignants, en fait, ont été relativement victimes hein, aussi, quelque part, de cette difficulté à accueillir les familles, à gérer finalement le risque de contamination. Et on a eu évidemment ces problématiques de pouvoir dire au revoir à la personne en fin de vie dans le cas des soins palliatifs. Et je crois que les hôpitaux ont réagi quand même assez vite pour faire une espèce de circuit quand même de un ou deux membres de la famille de la personne qui était en soins palliatifs avant de s'éteindre. Donc je pense que ça a été quand même relativement mis en place parce que je pense que même du point de vue du personnel hospitalier et des soignants, ce devait être une chose qui devait être, à mon avis, assez difficile à vivre. Donc encore une fois, toute cette expérience dont je parle est évidemment une expérience qui va dans le sens de la construction et même peut-être justement de comment on peut partager ça entre soignants et patients pour pouvoir partager peut-être nos ressentis et essayer de pouvoir construire quelque chose qui soit peut-être parce qu'il va y avoir quand même un certain nombre d'enjeux, par exemple dans la question de l'organisation des soins, la reprise lente d'activité pour les malades chroniques va poser un problème à nouveau de savoir qui priorise-t-on dans la reprise des consultations de ces malades chroniques, quel type d'axe on va prioriser, comment on va se réorganiser dans la vie de tous les jours pour que les malades et puis même tout un chacun puisse à nouveau utiliser le système de soins. Donc je pense qu'il y a encore des enjeux assez intéressants à mettre en exergue dans la continuité de cette crise qui va, à mon avis, durer. Alors, moins dans l'urgence peut-être de la saturation du système de soins, mais en tout cas dans le risque de contamination, dans l'intérêt collectif versus l'intérêt individuel, hein, puisque ça a été quand même des tensions importantes. Donc, on a encore des choses à
à travailler sur ces différents sujets. On ne vous entend pas. Ça y est. Merci beaucoup, Madame Busson, pour votre regard sur ces points-là. Jean-François Bronstein, oui, je vous laisse la parole. Je vais prendre la suite, oui. Merci, Nicolas. Merci à vous qui êtes là. Je voulais d'abord dire, bon, on m'a demandé de parler de crise d'éthique en période de crise. C'est deux vieilles histoires de médecins. C'est-à-dire que le terme de crise jusqu'au XVIIIe siècle, c'est juste un terme médical. C'est devenu un terme social, politique que bien après. Et l'éthique médicale, on en a déjà parlé, c'est une vieille histoire. Le serment d'Hippocrate, c'est la plus vieille éthique existante, quelques décennies avant Aristote et bien des siècles avant les autres éthiques. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que c'est une vraie question que les médecins se posent, je dirais, traditionnellement. Et alors, évidemment, là, on est dans une situation de crise majeure, mais il me semble que traditionnellement, d'une certaine manière, le médecin intervient toujours en période de crise. Il intervient face à une maladie, face à l'appel d'un malade. Et donc, d'une certaine manière, il est toujours un peu dans ces périodes. Alors, évidemment, le cas paradigmatique, l'exemple typique, c'est la question de la pénurie de soins, la pénurie de réanimateurs. C'est la question qui frappe tout le monde. Il y avait un article hier de Welbeck sur France Inter qui disait qu'effectivement, on a appris avec cette crise que toutes les vies ne se valent pas et que les vies de plus de 70, 75, 80, c'est des vies qui valent moins cher. Parce qu'il y aurait l'idée qu'on va sélectionner l'accès à la réanimation en fonction de l'âge et des perspectives existantes. Par ailleurs, il y avait aussi la discussion assez pénible, je trouve, sur le confinement, avec l'idée que, grosso modo, peut-être que les gens de 70 ans, ils devraient rester jusqu'à enfermer encore X mois. Donc, il y a effectivement, c'est des questions assez curieuses. Alors, ce qui me semble paradoxal, c'est qu'effectivement, ce genre de question de pénurie de l'accès, enfin, le manque d'accès aux soins, c'est une question traditionnelle en éthique médicale. Par exemple, Callahan, qui est le fondateur du Hastings Center, le grand centre d'éthique médicale américain, a écrit des tas de bouquins pour expliquer que peut-être il ne faudrait pas soigner les vieux au-delà de 70 ans. Alors bon, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils repoussent un peu la frontière. Mais bon, c'est une idée assez curieuse parce que effectivement, ça suppose qu'il y a un nombre de ressources limité. Hein, c'est ce qu'on appelle en jargon technique philosophique, l'éthique du canot de sauvetage. Si on est nombreux dans un canot de sauvetage, qui on jette en premier pour éviter que le canot nous coule, le handicapé, le chien, la femme, l'homme, le vieux, etc. Bon, ce sont des situations abstraites. Et moi, alors ce que je trouve assez étonnant, et ce que disait Mme Malzac tout à l'heure me confirme un peu de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, les réanimateurs, quand on leur pose la question, est-ce que c'était pas trop dur, ils ont répondu tous. Bah, c'est ce qu'on fait tout le temps, d'une certaine manière, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et il y a un échange assez intéressant, bon, on n'a pas le temps d'y insister, entre le conseil scientifique qui a donné un avis, effectivement, sur ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, et la Société des réanimateurs de langue française qui dit, au fait, on nous a donné un avis, mais ils n'en tiennent pas compte du tout, et ils disent d'une certaine manière le contraire, puisque dans l'avis du comité, du conseil scientifique qui est un peu mal rédigé, il y a l'idée qu'effectivement, il faut traiter de manière différenciée, dit-il, traitement différencié pour les patients infectés par le Covid-19 et ceux porteurs d'autres pathologies. Et les réanimateurs disent non, il faut traiter effectivement exactement de la même manière tous les patients, et ça, on sait faire en fonction des perspectives, etc. Et bien sûr, autant que faire se peut, avec les patients bien sûr d'abord, et ici plusieurs cas de réanimation refusés par des patients qui veulent juste l'oxygène et pas plus. Et donc de ce point de vue-là, il semblerait que ce ne soit pas un problème aussi compliqué. Donc c'est le premier point dont je voulais parler, c'est que d'une certaine manière, alors le conseil scientifique parle d'éthique, de justice distributive, etc. Les réanimateurs disent non, on fait comme d'habitude, sauf qu'effectivement, il y a beaucoup plus la situation est beaucoup plus grave, effectivement, mais c'est l'idée on peut continuer de cette manière. Alors, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'effectivement, d'une certaine manière, il me semble que, alors c'est pas une critique enfin c'est une certaine critique de la bioéthique, c'est pas une critique du tout des droits des patients, des associations de droits de patients, etc. Mais il me semble que d'une certaine manière, l'éthique médicale, les médecins savent faire, ils ont toujours su faire. Alors je dis pas que l'éthique a été toujours parfaite, mais moi je suis un petit peu réservé, et bon c'est là que je ne serais pas d'accord avec la bioéthique, avec l'idée qu'il y a des experts en morale. Il n'y a pas d'experts en morale. Il y a une morale, une décence ordinaire, comme disait Orwell, qui permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et effectivement, dans des périodes comme celle-ci,
où il y a des questions très complexes qui se posent, les médecins doivent se demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il convient de faire, qu'est-ce qu'il convient de ne pas faire. Et d'une certaine manière, je te dirais, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à l'avance. Et je suis assez frappé de voir que, alors, on en a parlé aussi tout à l'heure en disant que les médecins se sont un peu refermés sur eux-mêmes. Il me semble qu'ils se sont refermés sur eux-mêmes et sur leurs malades et sur les familles des malades, autant que faire se peut. Moi, j'ai l'expérience des EHPAD pour une proche. Ils sont restés en contact de manière assez extraordinaire alors que la situation était gravissime. Hein. Donc, je ne suis pas si sûr que ça. Et il me semble que de ce point de vue-là, il faut faire appel à des médecins, je dirais, suffisamment humains. Vous allez me dire qu'ils ne le sont pas tous, mais c'est comme ça dans la vie. Hein. Personne n'est suffisamment humain nécessairement. Et des malades suffisamment éclairés, suffisamment informés, dans la mesure où effectivement ils peuvent l'être. Et dans la mesure où ici, cette situation de crise pose la question du contact avec les patients en réanimation et avec les familles. Alors, il n'y a pas d'association, je pense, de patients de Covid parce que ça vient de sortir, mais si malheureusement la maladie devient chronique, il y aura des associations qui seront partie prenante, il me semble, et je l'espère en tout cas. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'idée que, au fond, les médecins ont toujours d'une certaine manière su faire, ça me semble pas tout à fait absurde. Alors, je dirais que de ce point de vue-là, il faudrait revenir, mais alors comme une sorte d'idéal type, comme un modèle, à ce que j'appellerais l'éthique médicale traditionnelle, la médecine clinique, médecine au lit du malade. De ce point de vue-là, je m'inspire évidemment d'un auteur que j'aime bien et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est Georges Canguilhem, qui expliquait que la médecine est un art ou une technique au carrefour de plusieurs sciences. Donc c'est évidemment quelque chose de très scientifique, les recherches de fond en scientifiques sont tout à fait essentiels, mais c'est un art ou une technique au carrefour de plusieurs sciences. Et de ce point de vue-là, dans d'autres textes moins connus que cette formule très fameuse, il explique premièrement que la médecine a toujours affaire à des cas individuels, c'est toujours à des individus que le médecin a affaire. Et donc, de ce point de vue-là, alors il y a tout un débat historique sur lequel on n'a pas le temps de revenir sur l'usage des statistiques en médecine, ce qu'on appelait à l'époque la méthode numérique, ou sur l'usage des essais randomisés aujourd'hui, qui n'est pas évident parce que beaucoup de médecins vous diront qu'il n'y a pas deux cas identiques. Et s'agissant en particulier du Covid, j'ai l'impression que c'est une maladie qui prend des formes très, très différentes. On ne peut pas traiter de la même manière. Il faut être attentif, effectivement, à tout ce qui peut se passer et on ne peut pas non plus traiter de la même manière parce que les choix des patients ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire que certains vont dire je veux tel traitement, je veux pas tel traitement, n'insistez pas, insistez, etc. Et donc ça, c'est le premier point, c'est le caractère individuel. La technique a toujours affaire à des cas particuliers. Quand vous êtes prof, c'est une technique, vous faites pas cours de la même manière tous les jours. Quand vous êtes artisan, vous fabriquez pas une chaise de la même manière tous les jours. C'est une technique, c'est quelque chose qui a affaire à des cas individuels. Le deuxième point dont parle Canguilhem à ce propos, c'est effectivement l'idée que l'intérêt, si je puis dire, de la médecine, c'est qu'elle a bien souvent affaire à l'urgence. C'est comme il le dit, c'est le plus souvent dans l'urgence que le médecin doit décider. Du fait de l'urgence vitale, dit-il, elle doit anticiper sur la prudence et la lenteur de la connaissance. Donc, dans le cas qui nous occupe, on ne va pas attendre la fin des essais randomisés qui ne seront que dans quelques mois ou années. Il faut essayer d'agir d'une certaine manière et il y a effectivement l'idée que dans la crise, il faut essayer les choses et on voit bien comment, effectivement, d'une certaine manière, alors ce qui est très fascinant, c'est que dans cette urgence, on voit que les médecins n'ont pas attendu, que l'administration suit, etc. Ils se sont auto-organisés, la communauté des soignants en général, pour essayer de trouver des solutions. Et je crois que cette dimension d'urgence, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait qui est essentiel au domaine médical. De ce point de vue-là, disait Canguilhem, troisième aspect, c'est que la médecine, puisqu'elle est individuelle et puisqu'elle est dans l'urgence, elle n'est pas susceptible d'être présentée, dit-il, moré géométrico, à la façon géométrique, c'est pas entièrement mathématisable. Il y a effectivement des inventions, c'est ça qui l'intéresse. Alors, par exemple, l'exemple de la chirurgie est tout à fait évident. Le chirurgien invente à chaque nouvelle opération un geste, transforme son geste, etc. Et il y a une intelligence aussi de la main, une intelligence de la technique, une intelligence des situations très, très nouvelles. Donc, de ce point de vue-là, le fantasme, si je puis dire, d'une médecine entièrement scientifique me semble tout à fait discutable. Les essais randomisés, il faudrait en parler, mais bon, alors,
je sais souvent l'histoire du parachute, dont rien ne prouve scientifiquement qu'il soit mieux que pas de parachute ou qu'un sac à dos pour sauter d'un avion. C'est une blague, mais c'est une blague dans le British Medical Journal il y a juste quelques années. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire. C'est pas du tout réglé, hein, contrairement à ce que l'on dit. Et dernier point, je dirais, il y a effectivement chez Canguilhem l'idée qu'il faut que le médecin ait le courage d'expérimenter. Il parle du courage d'expérimenter. Soigner, dit-il, c'est faire une expérience. On prend des risques d'une certaine manière. Alors, il y a 2 sociologues qui ont écrit beaucoup sur l'histoire des transplantations d'organes aux États-Unis, qui parlent d'une manière encore plus évocatrice du courage to fail, le courage d'échouer. Il faut prendre le courage d'essayer des choses qui ne marchent pas nécessairement, à condition, dit-il, bien sûr, d'être franc avec les malades, de leur dire, comme dans le cas effectivement de certains traitements nouveaux, le consentement informé, c'est aussi leur dire, bon, on peut essayer ça, mais il y a tel risque, etc. Et on pourrait en parler plus longuement dans la discussion. Donc, c'est effectivement l'idée d'un certain courage. Donc, pas le principe de précaution en médecine, ça me semble très discutable. L'aversion au risque, c'est pas une qualité pour le médecin. Le médecin, il me semble qu'il est obligé d'agir, si je puis dire, dans l'urgence. Et donc, quand Guilhem parle de la responsabilité de revendiquer sa règle de conduite, le public attend que les médecins soient des praticiens. Et dernier point, évidemment, c'est aussi l'idée qu'effectivement, le médecin, il transforme le monde, c'est quelqu'un qui agit, c'est pas un scientifique qui observe le monde, il transforme le monde en fonction d'une norme, c'est-à-dire de la guérison ou du retour à l'état normal antérieur ou d'une certaine latitude d'action dans le monde. Donc, et là, il y a un très bel article de Canguilhem qui parle d'une pédagogie de la guérison. Il faut négocier sans doute avec les patients, parce que peut-être qu'on peut dire à certains patients qui vont ressortir du Covid avec des troubles extrêmement graves, peut-être à un certain âge, dans une certaine condition, ils préféreront ne pas tenter cela, etc. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, c'est vrai que la médecine est une discipline active. Alors, au XVIIIe siècle, il y a tout un débat entre les médecins actifs et les médecins expectants, ceux qui attendent de voir parce qu'ils veulent finir leur classification des maladies, c'est le cas de Pinel, etc. Il me semble que là, on a bien l'exemple du fait que les médecins prennent les choses en charge de cette manière. Alors, voilà, en gros, tout ce que je voulais dire. Il me semble, alors ça ne peut pas du tout dire qu'il s'agit de rétablir le paternalisme médical, le mandarinat médical, etc. Mais il s'agit de savoir que, comme c'est toujours des cas particuliers, comme ça demande une grande expérience, il me semble que les médecins en général savent faire avec l'accord des malades, des autres soignants, etc. C'est pas juste. Bon, ce que je voulais dire par là, cette idée de la médecine clinique, c'est un idéal type, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire c'est un modèle. Bon, bien sûr que la médecine, elle n'est pas, et dans des instituts comme le tien, Nicolas, c'est pas au lit du malade d'une manière tout à fait quotidienne, mais l'équipe doit s'efforcer de se rappeler d'une certaine manière de cet idéal de la médecine clinique, individualisée, active, dans l'urgence, pratique et effectivement qui ne peut pas être définitivement mathématisé. Alors, de ce point de vue-là, souvent aujourd'hui, on parle beaucoup de vulnérabilité. C'est la nouvelle tarte à la crème, si je puis dire. On va voir ça, le monde de demain, ça sera la vulnérabilité. Moi, je vois qu'effectivement, il y a certains médecins, bon, Canguilhem ou Foucault, parler de la médecine comme de la forme, disait-il, armée, positive et pleine de la finitude humaine. Donc, oui, on est fini, oui, on va mourir, oui, on est malade, mais la médecine, moi, je trouve que c'est plutôt la preuve que même dans ces circonstances, on peut arriver à essayer de faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai peur que trop de vulnérabilité tue la médecine d'une certaine manière. C'est-à-dire que, oui, on est très, très mauvais, on est très faible, mais en même temps, quand on voit les progrès invraisemblables, les échanges d'informations, la mondialisation des connaissances, les essais de toutes sortes, en même temps, on peut être aussi fasciné par la puissance, si je peux dire, de la réponse médicale et humaine en général. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à vous trois, merci Jean-François. Je peux te rassurer sur un point, c'est que dans un institut, enfin dans un futur institut comme le nôtre, et en tout cas dans le département hospitalier et dans l'unité de recherche, grâce à des personnes comme Perrine Malzac, on est amené effectivement à se poser des tas de questions tout le temps, tous les jours, et c'est lié aussi évidemment non seulement aux personnes qui s'intéressent à ces questions, mais c'est lié également à notre discipline, qui est une discipline dans laquelle malheureusement aujourd'hui, on n'a encore que des connaissances très parcellaires, notamment en termes thérapeutiques, où on soigne malheureusement trop peu de ce qui est un objectif. Je voudrais, juste pour vous le relancer un petit peu les uns et les autres sur le débat, vous amener sur 2 ou 3 questions. Alors,
Le premier des points qui me vient en tête, c'est un des points que vous avez soulevé, Madame Buisson. Je vois mal votre image. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ah, si, je vous entends très bien. Pourquoi vous ne me voyez pas? Non, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez et que je vous entends, tout va bien. Le point que vous avez amené concernait la reprise lente des activités que vous avez évoqué donc en post-crise Covid. Je voudrais vous faire réagir sur le fait que on a eu 3 phases. En fait, il y a 3 phases qui sont identifiées par nos administrations hospitalières globalement, qui sont la phase 1, c'est la phase où on ne prend en charge que pratiquement exclusivement que les patients positifs au Covid-19 qui nécessitent une prise en charge des soins et notamment les soins en réanimation. Et nous venons juste d'entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on commence à nous demander depuis un peu moins d'une semaine de recommencer à prendre en charge non pas la totalité de nos patients. On n'entend plus, Nicolas. On n'entend plus. Ah oui, on n'entend plus, oui. Oui, oui. Nicolas, il y a un problème. Je sais. Bon, ça ne marche plus avec le truc. Mais... Nicolas, on ne t'entend plus. Il y a un petit problème de son. Voilà. Non, on n'entend rien. Je pense qu'il nous entend plus. Sa question a l'air très très longue en plus. Ouais. Nicolas, on n'entend rien. On n'entend pas. On t'entend plus. On t'entend pas. Peut-être qu'il faut relancer. Je ne sais pas comment ça marche. On n'a pas toutes les phases donc. Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Là, voilà. ça y est. Voilà. C'est Bon. revenu. On n'a pas entendu ta question, par contre. On s'est arrêté à la phase 2. Oui, Vous êtes c'est ça. Ah oui. À la phase Oui. 2. Bon, alors je vais raccourcir, je suis vraiment désolé pour le problème technique. Je disais que oui, on en est à la phase 2 aujourd'hui, on recommence à prendre en charge, on nous recommande de recommencer à prendre en charge des patients qui sont des patients atteints de maladies chroniques et que l'on considère comme ayant une perte de chance si jamais on ne les prend pas en charge. Et donc, on n'en est pas encore à la phase de monter en charge de nos activités médicales pour prendre en charge la totalité des patients, y compris ceux qui ont un besoin ponctuel de médecine et de santé. Et je fais partie de ces médecins qui considèrent depuis très longtemps, à tort, forcé de constater que j'en étais convaincu à tort, que notre système de santé français devait permettre de prendre en charge simultanément des patients chroniques comme on le fait habituellement, des patients qui ont des besoins ponctuels dans un système de santé et de soins, et prendre en charge les patients qui ont un besoin dans un contexte de crise sanitaire. J'étais persuadé que notre système de santé allait le permettre, et apparemment, ça n'est pas le cas. Est-ce que vous avez là-dessus, est-ce que vos patients ou les patients que vous représentez ont là-dessus fait des remarques, des commentaires et voilà. Donc ça c'était le premier point. Je reviendrai éventuellement si on a le temps après sur ce que vous avez dit par rapport à la société civile et les citoyens qui ne sont ni médecins ni politiques ni journalistes que l'on n'aurait pas entendu. Je me permets de ne pas totalement partager votre avis sur le sujet, mais peut-être que c'est mon angle qui est différent du vôtre. On y viendra peut-être. Et j'aurai des questions évidemment pour Perrine et pour Jean-François juste après. Donc, si vous voulez que je réponde sur la question des patients, des patients que je représente, qui sont donc des malades chroniques, qui ne sont pas des maladies rares, hein, je souligne d'ailleurs, ce sont plutôt des maladies relativement fréquentes en vérité. Alors, pour vous dire que effectivement, je pense qu'on va avoir un véritable problème puisque la problématique elle se trouve dans les deux sens. Hein. C'est vrai qu'on avait quand même plutôt un système de soins relativement saturé, mais d'un autre côté, on avait des patients qui étaient quand même assez apeurés, voire très très stressés de pouvoir de réutiliser ou d'utiliser le système de soins, hein, donc d'être un usager. D'ailleurs, des patients qui devaient aller faire leur perfusion de traitement par biothérapie à l'hôpital, un certain nombre n'y sont pas allés. Donc, il y a d'un autre côté, donc il y a aussi des peurs réelles des patients d'attraper un Covid, sachant que ces patients sont sous immunosuppresseurs ou biothérapie et donc sont, disons, théoriquement à risque de Covid aggravé.
Donc, il y a à la fois d'un côté donc des peurs et des stress des patients et de l'autre un système qui effectivement reprend petit à petit un certain nombre de consultations. Je pense que alors on a tous chez nous en tout cas, mais c'est assez curieux c'est cette histoire de la péritonite, hein, puisque nous-mêmes on a eu affaire comme ça à des cas de péritonite, mais plutôt dans le cadre justement de la rechute de la maladie avec des patients qui se retenaient finalement d'aller à l'hôpital et donc notamment une péritonite d'un patient qui est mort en fait, hein, de cette péritonite à Paris et donc c'est vrai qu'on est quand même dans des situations de rétention des malades et donc dans les moments à venir futurs, il y a effectivement comment les hôpitaux, les établissements de soins, y compris même les gros cabinets, par exemple, ce sont les gastro-entérologues, vont se réorganiser pour pouvoir accueillir à nouveau des patients et comment comment ils vont sélectionner les patients qu'ils devront voir le plus rapidement possible. Et ensuite, d'un autre côté, et nous, je pense qu'on a vraiment tout à fait un rôle à jouer là-dessus, c'est comment communiquer aux patients la façon dont ils vont s'y prendre pour réutiliser ce système. Et donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est évidemment de les rassurer, donc de leur expliquer la réalité d'un système de soins, de comment on fait des circuits Covid-, Covid+. Et donc, je crois que les associations de patients ont énormément un rôle à jouer. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je travaille en ce moment même avec des sociétés savantes et des médecins pour savoir en fait quel type de communication on peut vraiment faire aux patients pour leur expliquer avant même qu'ils viennent à l'hôpital qu'est-ce qu'ils devront faire, comment ils seront pris en charge et de quelle façon on va réorganiser les soins pour leur maladie. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et donc, mais on n'a pas fini avec ça parce que effectivement, il y a aussi le contexte des urgences, mais je pense quand même que dans le cadre du Covid, il y a eu quand même toujours, à mon sens, une place quand même qui a été faite aux urgences, c'est-à-dire vraiment aux maladies qui décompensent, etc., avec quand même la possibilité, et je crois qu'il y a eu quand même une vraie rétention des patients à utiliser le système de soins, mais en même temps, il faut quand même regarder un peu le discours qu'on a servi quand même à la population hein, pendant toutes ces semaines, le discours effectivement de la guerre, du champ de bataille, de la saturation. Heureusement, moi, j'ai pas la télé, donc je regarde pas BFM TV, mais voilà, les images de BFM TV avec comme quelque chose qui serait un chaos en fait, enfin un chaos du système de soins, hein, avec vraiment des blouses qui volent, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, surtout, le discours de la peur, puisque je rappelle quand même qu'un des facteurs en santé publique, parce que j'ai fait de la philosophie, mais j'ai aussi fait, je suis en master de santé publique, eh bien, en facteur de santé publique, un des premiers facteurs qu'on peut utiliser pour modifier des comportements des populations, c'est la peur. Et réellement, c'est ce qui a été utilisé dans les premières semaines de cette crise. Donc, on ne peut pas demander à des patients qui ont bien répondu à cette modification des comportements par la peur, à un moment donné, de leur dire venez en toute liberté dans le système de soins, alors qu'ils ne sont pas du tout rassurés, y compris au moment du déconfinement. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur le déconfinement et sur la réutilisation du système de soins, un travail très important de toutes parts, à mon sens, qui doit être effectivement là aussi constructif, alors avec la société civile. Et puisque on parle de la société civile, moi, j'ai pas vu à aucun moment, et là aujourd'hui il y a un article dans Le Monde donc de Pascal Santi qui dénonce ça parce que en fait, et qui est d'ailleurs venu nous interroger nous en tant qu'association sur la question effectivement de la problématique du manque total de démocratie en santé et en particulier des associations. Alors quand je parle de la société civile, je parle plutôt quand même des représentants d'usagers, je parle quand même voilà qui on voit au chapitre si vous voulez dans les décisions, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même que dans les décisions qui sont prises à l'heure actuelle, aucune, quelque part, n'est fondée sur les besoins réels des personnes et des populations. Je veux dire, on prend quand même des décisions qui sont quand même pas très arrimées, honnêtement. Hein. Elles sont prises à la fois par des scientifiques. Bon, alors il y a dans le comité scientifique, ok, il y a un anthropologue, un sociologue. Mais sinon, les décisions, honnêtement, et puis alors on en parlera aux maires et puis à tous ceux qui finalement aujourd'hui sont en train de réorganiser leurs magasins, leurs écoles, quittent leur lieu public, etc.
on voit bien comment un certain nombre de décisions, en fait, sont prises sans être arrimées, quelque part, aux préoccupations de la société civile. Et ça, vraiment, j'en suis absolument convaincue. Enfin, c'est un constat quand même. Enfin, non? Dans ce que vous dites, merci. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est effectivement, on a fait peur à la population, on a fait peur aux gens pour qu'ils ne viennent pas à l'hôpital. Et d'ailleurs, les urgences ont été, non pas vides, mais enfin, globalement, le taux d'occupation des urgences, la capacité des urgences était à peu près à 50% de la capacité maximale, pendant toute la période de crise. Donc, c'est un signe qu'effectivement, les gens ne sont pas venus à l'hôpital par peur, probablement, liée à la circulation du virus au sein des hôpitaux. Mais si je veux être non pas politiquement correct, sûrement pas politiquement correct, et peut-être légèrement provocateur, mais depuis hier soir, quand on a préparé l'émission, vous savez que je suis capable de l'être. Est-ce que vous n'avez pas aussi éventuellement l'impression que cette absence de remplissage des urgences en période de crise est liée au fait qu'avant la crise, il y avait une certaine surconsommation médicale quand même, que je ne parle pas des maladies chroniques, évidemment, Madame Buisson. Hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je veux bien être politiquement incorrect, mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même beaucoup de citoyens qui, dans un schéma global de vie en société, ont tendance à consommer de la santé en se déplaçant aux urgences pour un bobo, pour un oui, pour un non. Et est-ce que ce reflet finalement le fait que les urgences n'aient pas été pleines, c'est pas aussi un petit peu le fait que on va pas aux urgences en cette période-là s'il n'y a pas vraiment s'il y a pas un vrai souci, quoi. Oui, mais enfin, vous voyez bien les chiffres, par exemple, des sous-diagnostics. À la même époque, en mars dernier, la question des diagnostics dans les cancers, la question des maladies cardiovasculaires, la question des AVC était bien plus importante en termes de pourcentage, etc. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut poser, à mon avis, il faudra quand même, en effet, regarder tout ça en creux, parce que qu'est-ce qui s'est passé en creux? Est-ce que effectivement on est dans donc moins de diagnostics, une rétention des personnes pour aller solliciter leur médecin généraliste sur des questions des symptomatiques qui pourraient être des prédiagnostics de cancer, etc. Versus la bobologie et la façon avec laquelle on utilise aussi effectivement les urgences. Alors bon, et ça, il faudra le regarder. Je ne sais pas comment on va le calculer, mais en creux, c'est quelque chose qu'on peut aller regarder. Mais dernièrement, là, les résultats de la CNAM, il y a eu un entrefilé là qui est passé des résultats de la CNAM, et on voit bien à quel point il y a eu en fait une réelle diminution des services liés en fait aux problématiques cardiovasculaires, AVC en particulier. C'est des chiffres, donc voilà, donc c'est un fait. Même la chirurgie lourde, la chirurgie thoracique, des neurochirurgies, des chirurgies anti-cancer qui n'ont pas été faites. Et là-dessus, non, mais je vous rejoins complètement. Mon point n'était évidemment pas par rapport aux maladies chroniques graves où on sait qu'il va y avoir des dégâts. Hein. On sait qu'il va y avoir du dégât. Quand on fera, entre guillemets, les comptes à la fin, on sait qu'il y aura des dégâts sur ces maladies-là. Mais mon point était vraiment sur justement des petites prises en charge de petites pathologies bénignes qu'on retrouve, par contre, qui saturent souvent les urgences aussi. Oui. J'avais un autre point également. Je reviendrai après sur le point, éventuellement, si on a le temps, sur la société civile. Mais je voulais éventuellement vous faire réagir aussi sur ce que Perrine, notamment, tu as évoqué, sur le fait que les soignants, finalement, se sont aussi retrouvés dans une position un peu de victime de cette crise, à la fois à devoir la gérer, mais aussi, et là c'était pas du tout des victimes, je crois pas, je pense au contraire que les médecins étaient plutôt heureux de faire leur métier, mais de victimes au sens où ils ont dû gérer tout en souffrant quand même de cette absence de moyens qui étaient initialement mis à leur disposition, en souffrant de faire ces choix et les choix qu'on leur a demandé de faire, que ce soit dans les réa ou que ce soit dans les EHPAD. Et je voulais te faire revenir un petit peu sur ce point-là que je trouvais particulièrement intéressant. Oui, effectivement, il y a clairement une souffrance et qui d'ailleurs transparaît maintenant
encore plus avec l'idée du déconfinement, parce que dans le premier temps, les soignants ont tout donné, peut-être essayer de mettre un peu de côté les valeurs auxquelles ils tenaient, et puis maintenant, il y a la fatigue qui s'accumule, et puis cette idée que ça va durer peut-être. Mais un des éléments, il me semble, important dans cette analyse, c'est que effectivement, les soignants, les médecins et les soignants en général ont la capacité de réfléchir dans le champ de l'éthique et de faire appel à un certain nombre de principes qu'ils manipulent presque sans s'en rendre compte lorsqu'ils sont face à un patient, à savoir qu'ils vont essayer de respecter son autonomie, qu'ils vont essayer d'agir pour son bien sans lui nuire. Et ça, c'est des principes habituels qu'on va retrouver en situation, on va dire, calme, avec des arbitrages à faire entre ces principes, quand parfois, ça n'est pas si simple que ça. Par exemple, de respecter l'autonomie d'un patient dont on a l'impression qu'il est fragilisé par une maladie grave et qu'il n'est plus tout à fait capable de dire ce qu'il pense, ou qu'il est inconscient, etc. Et donc, il faut réactiver d'autres moyens, agir, surtout ne pas lui nuire et agir pour son bien. Mais là, ce qui s'est rajouté, c'est qu'un principe qui est habituellement peu utilisé dans notre système de santé, qui est relativement riche, effectivement, bien qu'il y ait quelques situations où ça soit fait, mais de façon générale, la plupart des soignants sont peu habitués à devoir faire appel à la justice distributive. Habituellement, on a à peu près suffisamment pour tout le monde, et donc ce principe-là est plutôt en retrait, plutôt intervient plutôt de façon une méta-éthique, l'éthique du quotidien étant plutôt dans la relation directe avec le patient. Et là, ce qui est venu perturber le tableau habituel et donc qui a mis les patients dans un bain de culture inhabituel pour eux, c'est que le principe de justice distributive du fait de la pénurie annoncée et réelle, effectivement, par rapport à l'afflux de patients, les a obligés à raisonner différemment, à raisonner aussi dans un champ où la santé publique devenait prééminente. Donc, et ça c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et c'est des choses aussi qui posent difficulté parce que, effectivement, comment arbitrer entre le bien de tous, du plus grand nombre, et le bien de chacun. Et dans des situations comme ça, plutôt utilitariste, qui n'est pas forcément notre culture, il va falloir, il faut parfois décider d'en sacrifier certains, entre guillemets. Le mot sacrifice est peut-être fort, mais c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut peut-être sacrifier certains au bénéfice du plus grand nombre. Et là, par exemple, sacrifier la relation avec les familles, isoler des personnes très âgées, pour permettre à chacun de vivre. Et puis l'autre phénomène, je pense, c'est que ce qui a été quelque part ce qu'on a demandé de faire, c'est sauver des vies. Alors c'est beau de sauver des vies, mais en même temps, la médecine, le soin, c'est pas que sauver des vies, c'est aussi maintenir des vies qui soient vivantes, qui soient relationnelles, qui soient pas dans la solitude absolue, qui soient pas voilà, avec cette notion effectivement de sujet qui disparaît parfois parce qu'il devient corps, et il n'est plus seulement sujet, que c'est des corps qu'on manipule. Voilà. Et tous ces éléments-là, je pense que même si les soignants sont conscients qu'en réa, le patient inconscient, enfin intubé, sédaté, qu'on retourne au moment de la manipulation, comme ça, qu'on montrait tout le temps à la télé. Je prends cet exemple parce qu'à la télé, tout le temps, je me demandais, mais pourquoi ils nous montrent tout le temps cette manœuvre de retournement en réanimation qui est assez impressionnante, où on voit 6 ou 7 soignants, des tubes partout, etc. Je pense que c'est effectivement impressionnant à voir, et du coup, c'est pour ça que c'est une image qui a été… Mais du coup, même si les soignants qui manipulent ce corps sont conscients que c'est une personne et qu'on est en train d'essayer de la maintenir en vie et de lui permettre ensuite de s'en sortir, malgré tout, il y a une objectivation nécessaire, obligatoire, et ça, c'est des choses qui font que les soignants peuvent être amenés, à un moment donné, à ne plus trop se reconnaître dans ce nouveau environnement où il y a de l'urgence, où il y a de la pénurie, où il y a voilà, il y a des injonctions, il y a la santé publique qui revient au devant de la scène, plus que d'habitude. Voilà, c'est un changement environnemental
immédiat, enfin, rapide, qui a dû se faire, il y a dû avoir une adaptation extrêmement rapide à un nouveau contexte professionnel. Et je pense que ça, c'est des choses qui se sont faites étonnamment bien, on pourrait dire, en termes d'adaptation, mais en même temps, qui ont nécessité probablement qui ont mis en tension psychiquement et vis-à-vis de leurs valeurs les soignants, et que là, ça va probablement réapparaître. C'est pour ça que je dis que cette réflexion éthique, cette réflexion sur ce qui a été vécu, comment ça a été arbitré, comment ça a été mis en tension, elle est nécessaire sur le moment, mais aussi probablement pour après, pour relire, pour avoir une relecture de cette crise. Oui. Jean-François, vous voulez réagir, je crois. Oui, moi je voulais réagir parce qu'effectivement, je me dis qu'on oublie quand même quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire que le problème éthique, c'est pas juste le médecin et le malade en réanimation, c'est aussi le politique qui n'a pas mis assez de réanimateurs, pas assez de masques, pas assez de tests. Moi, je trouve ça très curieux que. Alors, maintenant, on dit oui, on va poser la question en termes juridiques. Ils vont avoir des procès, mais c'est pas ça. Il faudrait aussi qu'ils aient honte de ce qu'ils ont fait par rapport à l'Allemagne, par exemple. On est un pays relativement développé, qu'on soit en manque de tests, de masques, de réanimateurs. Alors, c'est lié à la mondialisation, c'est lié à des choix politiques globaux. Mais moi, il me semble que c'est quand même problématique qu'on accepte d'entrer dans cette idée qui doit vivre, qui doit mourir, etc. Je suis pas d'accord, mais on devrait avoir le nombre de réanimateurs nécessaires. Alors, vous allez me dire qu'on l'aura jamais complètement, mais ça me semble très, très curieux, c'est effectivement cette idée que, au fond, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est pas normal qu'on n'ait pas plus de masques, etc. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas. Tu as été surpris, et moi aussi, mais je suis plus loin du milieu, de pas voir qu'on peut pas traiter normalement les malades habituels, si je puis dire, et puis faire face à une crise d'ampleur. D'autant qu'il y a eu pas mal de rapports sur le sujet, etc. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'il y a ça. Et ça explique de ce point de vue la gestion par la peur dont parlait Madame Buisson. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, je trouve hallucinant le comptage du professeur Salomon tous les soirs, des chiffres qui ne sont même pas mis en perspective, etc. C'est pour faire peur, c'est tout. Moi, je l'appelle le Caron, hein, celui qui est à l'entrée des enfers, qui fait entrer tout le monde tous les soirs. C'est vraiment n'importe quoi. C'est juste pour paniquer les gens. Ce type arrive, ses coups de parler et compte les morts. J'en discutais avec des médecins qui me disaient, et pourtant des statisticiens qui disent, bah non, les nombres, on les met en perspective, on en fait quelque chose, on les analyse. Là, c'est juste une compétition qui est en tête des morts. Alors, je pense effectivement que ça, comme la fameuse cérémonie, si je puis dire, des retournements de Covid, c'est quelque chose qui est appelé à faire paniquer les gens. Et alors, par ailleurs, je dirais, alors j'ai vu une interview cet après-midi, je crois que c'est dans Le Monde, de médecins kinésithérapeutes qui justement essaient de refaire respirer, etc., ces gens qui sont dans cette situation, qui expliquent que c'est très dur, mais qu'ils leur parlent, qu'ils essaient, de temps en temps, ils sentent un mouvement, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer, mais effectivement, présenté comme c'est une gestion par la peur pour essayer d'éviter la catastrophe annoncée. Et de ce point de vue-là, ça me semble très, très problématique que. Alors, est-ce que c'est une question politique ou est-ce que c'est une question éthique? Je ne sais pas très bien, ou une question d'organisation bureaucratique, etc. Mais moi, il me semble que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne soit pas au niveau. Et alors, beaucoup de gens disent que c'est le signe du déclassement de l'Europe occidentale. C'est vrai qu'il y a un problème. Enfin, mis à part l'Allemagne, qui s'en sort pas trop mal, c'est vrai que c'est très étonnant de voir que, alors parce qu'ils sont au contact, parce que ils ont une culture du masque, etc. Mais moi, je trouve c'est ça qui m'étonne et je pense qu'effectivement, j'ai jamais vu. C'est très étrange une maladie qui frappe essentiellement les pays riches, occidentaux, etc. C'est très. Alors, il y a peut-être des raisons scientifiques. Peut-être qu'effectivement, c'est une question de climat, peut-être que c'est une question d'âge, démographique, etc. Mais c'est ça qui m'interroge. Et je dirais que l'éthique, je trouve que tout le monde se débrouille. Enfin, j'ai l'impression pas si mal que ça. Je pense que les gens aussi ne vont plus, se disent je n'y vais plus parce qu'il y a plus urgent, etc. Alors bon, ça me fait penser à un texte, il faudrait pas que ça, il y a un texte d'Ivan Illich, le célèbre philosophe de la médecine et penseur écolo, qui partait d'une grève des médecins en Israël qui avait duré plusieurs mois et qui avait montré que les maladies avaient chuté d'une manière drastique, il n'y avait plus de malades. Alors donc, lui, sa conclusion, c'est que c'était la médecine qui était pathogène, c'est la médecine qui était les malades. Bon, beaucoup d'écolos disent ça, et lui-même d'ailleurs avait un cancer, c'est pas soigné, etc. Bon, pour diverses raisons. Mais alors, si en plus, non seulement il n'y a plus personne, mais qu'en plus le taux de maladie chute, je ne sais pas ce que vont faire les médecins.
Si je peux rajouter. Je plaisante, mais c'est pas drôle du tout. Mais il me semble que moi, il faut mettre dans le circuit l'administration ou les politiques. En fait, si je peux rajouter justement quelque chose à la question justement des médecins, des soignants, de la façon avec laquelle ils ont vécu ce. Il faut quand même pas oublier en fait ce qui se passait avant Covid sur la question, sur la question du système de soins, hein, qui était quand même pas moribond, mais avec vraiment des grosses difficultés liées à la fois au nombre personnel, à la logique comptable, quand même des hôpitaux, etc. En fait, on s'étonne aujourd'hui que, en fait, on est dans un système de soins qui ne peut pas assumer et les urgences malades habituelles et puis la saturation via le Covid. Moi, je voudrais raconter une anecdote parce que sur les sentiments des médecins aujourd'hui, notamment à l'hôpital, un des médecins que je connais bien, qui est chef de service dans un hôpital parisien, me disait que avant Covid, en fait, il s'était engueulé avec toutes les infirmières de son service parce que elles en pouvaient plus, elles étaient en saturation, en endoscopie notamment, etc. Elles avaient un boulot de fou. Et lui, en fait, s'était engueulé avec. Et en fait, les infirmières étaient en froid avec lui, ils ne se parlaient plus, etc. Arrive là-dessus le Covid. Et là, en fait, il y a eu, comme d'un seul homme, une espèce de solidarité d'équipe qui a fait qu'à un moment donné, tout le monde a mis à plat ses problématiques, etc. Et tout le monde, en fait, tout simplement par esprit d'équipe, en fait, hein, s'est focalisé sur la question du Covid. Et tout le monde, en fait, s'est bien entendu à jouer la solidarité, etc. Et pour une fois, finalement, au lieu d'être dans une logique comptable, vous disiez vous-même que l'administration n'avait pas trop emmerdé les médecins à cette époque du Covid, etc. Au lieu d'être dans une espèce de logique comptable, de savoir combien on a fait d'activités, combien d'endoscopies, combien de gens en hôpital de jour, on était finalement orienté que vers un seul objectif qui était, ce que vous dites, sauver des vies, et qui était finalement quelque part la vocation première du médecin, ou en tout cas ou du soignant, lorsqu'il s'est dit qu'à un moment donné, il allait faire ce métier. Donc je pense qu'il y a aussi, avec cette crise, alors bien sûr qu'il y a des choses traumatisantes qui ont été vécues par les soignants, ça fait aucun doute, mais il y a aussi avec cette crise, cette façon avec laquelle les équipes se sont resserrées, se sont réorganisées avec des gens qui ont pris des places peut-être un peu différentes de ce qu'ils avaient avant dans le service. Et donc, il y a eu vraiment une auto-organisation et une autorégulation des services. Et je trouve que c'est intéressant parce que je ne sais pas comment les choses vont être vécues quand on va revenir finalement à la période d'avant, où chacun reprend sa place, vous voyez, où chacun est soumis quand même à une certaine logique, la logique hospitalière. Et je pense que là aussi, il va y avoir des choses qui vont probablement être problématiques de ce point de vue-là, à mon sens. Certainement. Alors, je voudrais, c'est pas que je veuille mettre un terme au débat, certainement pas, parce que c'est extrêmement intéressant. Je voudrais laisser la parole aux personnes qui écoutent. Et il y a des questions. Donc, il y avait déjà une question de M. Alberini et ensuite une question de M. Marc Bartoli, mais évidemment, d'autres questions vont arriver. Non, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je suis pas médecin, je suis avocat, je suis juriste. Juste un petit mot sur le plan de l'éthique et des pouvoirs publics. En Italie, ils font quelque chose de bien. Ils donnent le taux de mortalité attendu par rapport à l'an passé dans une commune et ils donnent le taux de mortalité de cette année. C'est ainsi qu'à Milan, cette année, il y a eu une augmentation au mois de mars de près de 50% des mortalités attendues par rapport aux années passées, alors qu'à Bergame, il y a eu une mortalité de plus 500%. Et ça, ce sont des chiffres irréfragables. Il suffirait que nos mairies soient consultées, voire quartier par quartier, pour dire où est-ce qu'il y a le plus de mortalité. Ma question ne portait pas là-dessus. L'essentiel en matière d'éthique, c'est d'avoir l'une des choses en matière d'éthique qui me paraît essentielle, c'est d'avoir le consentement éclairé du patient. C'est le béable. Soit le patient est capable de comprendre et ensuite d'exprimer sa volonté éclairée, soit il n'en est pas capable, parce qu'il est en état d'urgence. Alors moi, je me suis posé la question, parce que je suis à risque selon le gouvernement, et donc je me suis dit, si demain je vais à l'hôpital, qu'est-ce que je prends? Je prends ma carte vitale, ma carte mutuelle, et je prends mes directives anticipées.
Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Alors, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est transporté en urgence, n'oubliez pas les directives anticipées. C'est terriblement anxiogène. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de la même manière qu'il existe un fichier central des testaments en France, il serait facile de rajouter une seule petite case, une mini-donnée sur la carte vitale, sur laquelle on marquerait directives anticipées, oui, non. Le médecin, à ce moment-là, ou le service, saurait si le patient a rédigé des directives anticipées, et à ce moment-là, aurait accès, et dans ce cas-là seulement, aux familles, à la personne de confiance, et pourrait discuter avec la personne de confiance et la famille. Ça serait absolument rien à faire. Ah, mais complètement. Ainsi, le service médical, le médecin traitant, prendrait une décision éthiquement presque irréprochable, s'il a posé le bon diagnostic, enfin, j'abrège là-dessus. Hein. Et moi, je suis effaré de constater, alors qu'on a cet outil extraordinaire pour lequel vous êtes battus, les directives anticipées, mais les associations de patients, de voir le pourcentage extraordinairement élevé de Français qui rédigent leur testament, rédigent leur dernière volonté et ne rédigent pas leurs directives anticipées. Je reçois, moi, tous les mois, des intellectuels, des médecins, des dentistes, etc., qui disent « Ah, les directives anticipées, c'est pour plus tard, c'est pas pour moi ». Et je crois que la première promotion à faire, c'est de dire « Mais attendez, c'est quand on est en bonne santé qu'on doit faire ces directives anticipées, et puis on a une petite case là-dedans, et c'est prêt, quoi. On est prêt à mourir. Éventuellement, on est prêt à vivre aussi. » Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, hein, Nicolas. Merci beaucoup, Albert. Qui veut réagir? Ah ben moi, je veux bien réagir, je suis complètement d'accord avec ça. C'est quelque chose, quand on a discuté en effet des problématiques de fin de vie, qu'on a conseillé à nos patients. Vous savez que les directives anticipées, vous pouvez les écrire sur papier simple. On n'a même pas besoin d'avoir un ordinateur ou quoi que ce soit. Il suffit de le dater et de le signer. Et je crois que c'est effectivement, et d'ailleurs, alors nous, effectivement, on en a parlé à nos patients dans le cadre de notre collectif interassociatif, dans le cadre d'une note de fin de vie. En effet, on a parlé de la possibilité de faire ces directives anticipées. Et je suis tout à fait d'accord en fait avec ce qui vient d'être dit. Je peux rien dire de plus que c'est vraiment important, et y compris pour tout un chacun, même quand on n'est pas malade chronique, quoi. Bien sûr. Moi, je dirais un petit… Oui, pardon, allez-y plutôt, Perrine. Oui, j'ajoute quelque chose parce qu'effectivement, cette question des directives anticipées d'emblée, là, dès qu'on a été interpellé sur les questions de fin de vie et sur la réanimation, c'est un sujet qui est apparu. Dans les procédures, enfin dans les documents, dans les algorithmes entre guillemets décisionnels, dans les arbres décisionnels qui étaient faits par les réanimateurs et concernant donc même la fin de vie en dehors de la réa, était intégré systématiquement le recours aux directives anticipées. À part que dans les faits, il y a assez peu de personnes qui les ont rédigées. Et d'autre part, on a dit peut-être, enfin, on a discuté, on a essayé de discuter de savoir si c'était un bon moment pour proposer aux gens de le faire, en tout cas pour le rappeler. Vous savez, de temps en temps, il y a des campagnes comme ça. Et très rapidement, tout le monde a dit « Oh là là », alors à tort ou à raison, je ne sais pas, parce que tout le monde a dit « Non, non, surtout pas, on ne va pas parler maintenant des directives anticipées, c'est trop effrayant, c'est voilà ». Mais je ne sais pas si c'était la bonne chose. Régulièrement, il y a eu des périodes où l'agence de la biomédecine, il me semble, c'est elle qui faisait des campagnes sur les directives anticipées. Et là, effectivement, on n'en a pas du tout entendu parler nulle part. Et je crois qu'il y avait une sorte de crainte de rajouter cette notion de directive anticipée à la notion déjà de menace mortelle, de peur, etc. Je ne sais pas, voilà, mais du coup, je suis intéressée de savoir que dans les associations, vous en avez parlé sans tabou, parce qu'apparemment, pour les médecins, à ce moment-là, ça paraissait difficile d'aborder cette question-là. Moi, je dirais que je suis un peu plus dubitatif là-dessus, parce que moi, j'avais entendu la chirurgienne qui a opéré Philippe Lançon, chirurgienne maxillofaciale, et qui disait oui, les directives anticipées, d'accord, à condition qu'on les réécrive tous les jours.
parce que les choses changent. C'est-à-dire que moi, je connais personnellement de très près des gens qui, en pleine santé, disaient je ne veux pas être un légume ou des choses comme ça. Et lorsqu'on devient petit à petit un légume, à un moment donné, on est content d'être un légume. Moi, ma vie actuelle, par rapport à ma vie à 20 ans, c'est zéro, mais je serais content de la garder encore un petit peu. Vous pourriez témoigner si d'ailleurs on vous le demande. Mais c'est assez curieux. Donc, je crois que c'est compliqué cette histoire. C'est comme l'euthanasie, bon, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire, quand on est en pleine forme, on a envie de faire ces directives anticipées, l'euthanasie, etc. Quand on est dans une phase descendante, dans une phase d'amoindrissement, on a simplement envie de vivre. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, je veux bien qu'effectivement, dans le cas de Covid, où les choses sont assez claires, je dirais, pourquoi pas dire aux gens, bon, est-ce que si vous arrive tel truc, est-ce que vous voulez juste l'oxygène, est-ce que vous voulez la réanimation avec le risque de ceci, etc. Mais en général, je vous dis, j'ai trouvé assez frappant cette formule je ne sais plus comment elle s'appelle, cette chirurgienne qui a opéré Lançon dans le Lambeau, dit oui, les directives anticipées, chaque jour on les refait parce qu'on n'a pas, la vie bouge. Et donc moi, je suis assez frappé de voir des gens que j'ai connus militants de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui avaient rédigé leurs directives anticipées, etc., et qui petit à petit, lorsqu'ils s'effacent, si je puis dire, bah, ils veulent plus entendre parler de tout ça. Mais c'est compliqué. C'est quoi, à quel moment notre vie, sur le truc, ok, bon, quand on est en pleine forme, parfait, je veux mourir, s'il m'arrive, ne me réanimez pas. Et heureusement ou malheureusement, ça se passe jamais comme ça. Enfin, ça se passe rarement comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs qui d'entre nous, j'espère que vous avez tous les trois ou tous les quatre avec Monsieur Inni, que je connais, je crois d'ailleurs, rédigé vos directives anticipées, j'en suis pas sûr. Hein. Qui a rédigé ces directives anticipées? Moi, je les ai rédigées. Mais les trois autres, non. Quatre autres, non. C'est comme l'histoire des cartes de donneurs d'organes aux États-Unis. Il y a une enquête qui a été faite dans les services de transplantation. Il n'y a quasiment personne qui a sa carte de donneur d'organes. C'est parce qu'on ne veut pas penser à. C'est très difficile de penser à sa mort. Alors moi aussi, j'ai ma carte de don d'organes, ça c'est sûr, et j'ai mes directives anticipées. Oui, et là, Monsieur Bontel, je vous rassure, on peut les refaire tous les jours. Bon, c'est comme un testament. Oui, je laisse quelque chose à ma cousine, je me fâche avec elle. C'est-à-dire, il faut les faire tous les jours, effectivement, au gré des humeurs. Voilà. Oui, il faut les enregistrer quand même. Enfin, il faut essayer de les passer à quelqu'un. À votre personne de confiance. Et c'est pour ça que je suggère qu'il y ait une petite case dans la carte vitale. Parce que, et vous pouvez les changer. C'est une très bonne idée, parce que ça, c'est relativement facile, à condition qu'on ne soit pas fâché entre-temps et qu'on n'ait pas oublié de rayer la case. Eh bien, vous en prenez un autre. Oui, c'est ça, il faut en prendre un autre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Bartoli, à Marc Bartoli, qui avait une question également. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, bonsoir, merci beaucoup. En fait, j'avais une question, c'est un petit peu différent du débat qu'on a jusqu'à présent, mais c'est surtout pour imaginer l'après, ou en tout cas la continuité de cette crise Covid. C'est parce qu'en fait, le gouvernement semble vouloir aller vers l'idée de faire du contact tracing, donc pour essayer de savoir avec qui on a été contact, pour essayer de limiter cette épidémie. Et donc l'idée, c'est de me demander s'il y avait un cadre éthique en fait pour ce contact tracing et s'il y en avait un et s'il avait été élaboré avec vous, quoi. Allez-y, Perrine, allez-y. Oui, juste pour dire, effectivement, c'est des questions qui surgissent, qui nous sont posées. On n'a pas fait de cadre, nous. Par contre, le CCNE a une structure actuellement, enfin depuis peu, une structure dédiée aux nouvelles technologies, aux nouvelles technologies, et ils ont fait un avis, je ne sais pas si c'est un avis, enfin c'est sur le site du CCNE, il y a une prise de position de cette structure spéciale consacrée aux nouvelles technologies en période Covid. Donc, il y a déjà, je pense, des pistes de réflexion sur ce document par rapport à ces éléments-là. Voilà. Après, est-ce que… Alors, moi, il me semblait qu'il y avait quand même quelques… Pardon. Oui, voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'il existe des documents, effectivement, officiels, des structures nationales. Alors, pour ce qui concerne l'application Stop Covid, il y a quand même des tergiversations et il y a 2 jours, on annonçait qu'elle était arrêtée pour justement des problèmes en fait qui étaient liés au traçage des patients.
Et puis l'autre aspect, c'était aussi l'adhésion des personnes, ou l'adhésion des personnes en fait à ce type de. Et on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait quand même peu de chances que il fallait pour que ça marche, il faut qu'il y ait à peu près 60% de personnes qui adhèrent à cette application. Donc c'est un peu compliqué. Finalement, l'instance éthique sur ce type d'application, c'est surtout la CNIL en fait, hein, qui elle va statuer sur tous les aspects liés aux données personnelles des patients et des personnes, pas des patients d'ailleurs. Et donc la CNIL avait elle aussi quelques réserves. Et donc à l'heure actuelle, il n'est pas du tout sûr que cette application soit mise en route, mais plutôt un traçage des patients via des médecins. Alors ça pose d'autres problèmes, hein, puisque l'idée c'est que la personne qui a été en contact, qui est contaminée, puisse donner au médecin ou au pharmacien, ou en tout cas à un professionnel de santé, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des gens qui sont entre guillemets recrutés, qui n'ont pas forcément des soignants, le nom et les coordonnées des personnes qui ont été, qui ont été proche de la personne. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça, c'est pas complètement établi que ce soit quelque chose d'éthiquement viable, dans la mesure où ça paraît compliqué de donner les coordonnées à des personnes qui sont des soignants ou pas, de personnes potentiellement contact. Pour l'instant, je crois que c'est pas encore complètement au point ce traçage, hein. Non, c'est pas juste. Là, j'ai la précision, peut-être ce que ça intéresse. Effectivement, c'est Comité national pilote d'éthique du numérique qui est associé au CCNE et qui a fait un avis le 29 avril, enjeu d'éthique du numérique, du suivi épidémiologique en sortie de confinement. Donc, c'est voilà, si Marc, tu es intéressé, voilà. Ce que je trouve un peu étonnant, moi, c'est que tout le monde soit très inquiet de ces applications, parce que moi, il me semble qu'on devrait s'en servir. Il faut savoir quand même que les GAFA, les Google, Amazon, etc., ils savent tout sur nous. Déjà, on est déjà tracé à fond. Si vous contactez quelqu'un qui est un informaticien, il vous montre tout ce qu'on sait sur vous, c'est-à-dire tout, quasiment tout. On sait où vous êtes, à quelle heure, avec qui vous parlez, ce que vous achetez, les livres que vous lisez, etc. Tout ça, on est déjà tracé. Donc moi, je me dis peut-être que dans ce cas-là, alors effectivement, en cliquant sur un truc disant bon, je suis OK pour être suivi, je vois pas trop le problème. Alors bon, mais comme vous le dites, Mme Buisson, je crois que beaucoup de gens il n'y aura pas assez de gens qui vont le prendre pour que ça soit efficace. Ce que je trouve étrange, parce que moi, personnellement, si je veux ne plus être suivi, j'arrête cet ordinateur. Là, on va savoir exactement ce qu'on a fait ce soir, combien de temps, qui a parlé avec qui, etc. On est déjà tracé heure par heure. C'est hallucinant lorsque vous voyez des critiques, des vraies critiques, je dirais, par exemple, à ce truc à Grenoble qui s'appelle les chimpanzés du futur, des gens qui sont des critiques radicaux des nouvelles technologies, du numérique, etc. C'est hallucinant à quel point nous sommes déjà entièrement sous surveillance. Alors, c'est pour nous vendre des choses pour l'instant, ou c'est pour nous influencer, ou nous faire voter, hein, voir ce qui s'est passé aux États-Unis sur la dernière campagne électorale. Donc, on est déjà dans le truc. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Est-ce que un peu plus, un peu moins, allons-y, ou au contraire, arrêtons tout de suite? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça va marcher comme ça. C'est plutôt ce que disait Mme Buisson sur des bénévoles ou des gens qui vont, des équipes comme ça qui vont. C'est-à-dire associé à cette question-là, il y a la question de la confidentialité des données. Ouais. Et déjà, sans le traçage, hein, clairement, il y a une nécessité de connaître le statut virologique ou sérologique des individus pour pouvoir prendre des mesures versus le devoir de confidentialité vis-à-vis d'eux. Et déjà, dès le début, d'ailleurs, ça c'est aussi un des premiers points qu'on nous a fait remonter, c'est sur des réseaux sociaux, des Facebook et autres, où finalement les soignants, enfin des personnels hospitaliers étaient identifiés avec leur nom, leur résultat de tests PCR virologiques, s'ils étaient positifs, négatifs. Enfin, il y avait des choses déjà hallucinantes en termes de lever la confidentialité. Alors, au prétexte effectivement du bien de tous, mais en même temps, il faut quand même que ça soit régulé. Et je pense qu'autour de l'usage de ces applications, il y a quand même la crainte de mettre à disposition ces données-là à des gens qui ne soient pas des médecins. Pour l'instant, en tout cas, les citoyens préféreraient que ça reste dans le monde auquel ils font confiance de soignants ou assimilés, quoi. Mais bon,
peut-être que ça ne sera pas efficace, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens qui écoutent et regardent? Parce que je vois qu'il est déjà 20h, 20h05. Mais n'hésitez pas, hein, s'il y a une question. Karine, non? Sinon, moi, j'en ai peut-être une dernière, alors, parce que j'en avais parlé tout à l'heure. C'était par rapport à ce que vous avez dit, donc Madame Buisson notamment, sur le fait que durant cette crise, on a beaucoup laissé la place et la parole et l'image aux médecins, scientifiques, politiques, journalistes, etc. Et pas du tout aux citoyens. Et moi, j'ai une lecture qui est différente par rapport à ça, parce que il me semble qu'au contraire, la montée en puissance des réseaux sociaux a permis à tous les citoyens, quelle que soit leur opinion, qu'ils soient connaisseurs d'un sujet ou connaisseurs, absolument pas connaisseurs du sujet, de s'exprimer, de donner un avis, y compris un avis soi-disant éclairé ou parfois soi-disant éclairé, concernant la méthodologie des essais thérapeutiques, l'éthique des essais thérapeutiques, doit-on faire un bras contrôle, est-il éthique de n'en pas faire, dans quelles circonstances, etc. Et d'ailleurs, j'ai écrit il y a pas très longtemps un petit billet, une petite réflexion là-dessus sur le sujet. Et j'ai dit à un moment donné, la démocratie participative médico-scientifique est née. Je me suis fait tomber dessus, évidemment, par. De toute façon, en ce moment, vous avez 50% des gens qui sont d'accord avec vous, 50% des gens qui ne le sont pas. Donc, je me suis fait tomber dessus par 50% des gens qui sont d'accord. Et je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, je voulais votre avis là-dessus. Non, mais moi, je ne vais pas vous insulter, hein, je vous rassure. Hein. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. C'est moi qui vous coupe le micro. Non, non je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Je pense qu'il n'y a pas eu de place pour la société civile, si ce n'est que la société civile a pris sa place, mais dans des actions. Vous voyez, en fait, tout ce qui vient du terrain, finalement. Hein, je trouve que ça a été extraordinaire, par exemple, la forme d'inventivité des personnes qui ont fait des visières pour les soignants, qui se sont mobilisés pour faire des masques, les distribuer dans les quartiers. Il y a eu des initiatives absolument incroyables face à la pénurie d'ailleurs. Et donc d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi ça sera intéressant d'ailleurs de faire cette analyse, parce que au départ, effectivement, la forme de sidération, c'était rester chez soi, ne plus rien faire, faire silence et attendre que les gens qui sont en guerre se battent, hein, comme les soignants. Et puis assez rapidement, la mobilisation de la société civile qui finalement s'est organisée face à la pénurie, pour fabriquer son propre gel hydroalcoolique, fabriquer ses propres masques, fabriquer les visières, et puis ensuite faire tout un réseau de maraude auprès des SDF. Il y a eu tout un tas de choses absolument incroyables faites par la société civile. Donc, la société civile a pris sa place, a fini par prendre sa place. Moi, je parle plutôt, en fait, de la voie médiatique, hein, de la voie à la fois médiatique et de la voie décisionnaire. Parce que aujourd'hui, dans le cadre du comité scientifique, alors on nous dit, mais comité scientifique, pourquoi dans un comité scientifique il devrait y avoir par exemple des citoyens? Eh bien, parce que simplement aujourd'hui, moi qui m'occupe beaucoup de recherche, aujourd'hui, y compris à l'INSERM, vous avez des recherches participatives où dans les comités scientifiques, vous avez des citoyens. Alors, ce sont peut-être des citoyens, patients, qui ont une expérience, qui sont déjà expérimentés face à ces problématiques. Et en même temps, quoique l'intérêt aussi, c'est de garder la fraîcheur, hein, et de voir effectivement de quelle façon on pourrait avoir un apport finalement de ce citoyen peut-être un peu naïf, mais qui pourrait poser des questions qui amèneraient le comité scientifique à se dire que peut-être on devrait revoir un peu nos recommandations face à ce que pourrait dire le citoyen. Et je pense que médiatiquement, si vous voulez, à part de montrer des gens qui ont survécu au Covid ou d'autres qui sont morts, on n'a pas eu vraiment, il n'y a pas eu vraiment je pense, de représentation de la société civile sur des recommandations qu'elle pourrait faire sur, par exemple, l'organisation des soins, par exemple sur le déconfinement, etc. Donc, je pense vraiment que là, on en a besoin. D'ailleurs,
il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, Monsieur Delfrécy a appelé de ses voeux un comité citoyen, hein, donc face au déconfinement, parce que là, on touche vraiment à une application des décisions, en fait, à quelque chose qui est pratico-pratique finalement dans la vie des personnes. Donc, je pense que ce serait utile et je trouve qu'il n'y a pas eu de voix des citoyens. En plus de dire qu'il y a eu une pertinence, honnêtement, vous êtes sérieux? Une pertinence de ce qui a été dit par les personnes sur aussi bien les traitements, les essais cliniques. Moi, je prône la pertinence des patients sur les réseaux sociaux. Hein. C'est mon point. Hein. Moi, je suis modératrice de forum depuis 20 ans. Donc, je sais la pertinence, je sais l'autorégulation, je sais l'expérience comme en tant que connaissance des patients, etc. Donc, mais là, honnêtement, quand vous allez sur les réseaux sociaux pour voir les personnes lambda, parler de tout ça, en fait, je crois que tout ce qui a été ce qui a vraiment aveuglé les personnes, je crois réellement, c'est la peur. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas de pertinence. Il n'y avait que de la peur. Il n'y avait que de la peur, et donc face à la peur, une espèce de jaillissement. Excusez-moi, hein, je vais être un peu provocatrice, mais quand même, par rapport sur les réseaux sociaux, face à la peur, une espèce de jaillissement de la bêtise. Voilà. Moi, j'avais simplement, si vous le permettez, j'avais un petit commentaire à apporter. Alors, effectivement, de même, je ne suis pas médecin, mais simplement par rapport à on va dire, à la quasi-omniprésence des réseaux sociaux sur ces débats, on va dire, pseudo-scientifiques. Simplement, moi, j'aurais tendance à dire, en fait, en dehors des réseaux sociaux, il n'y a pas tant d'organes et de possibilités que ça pour la société civile de participer à un débat. Alors, pas forcément sur l'aspect scientifique, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas compétents au sens propre, mais en tout cas, ne serait-ce que par rapport à un positionnement éthique, pas éthique, jusqu'où on peut aller, pas aller. En fait, il n'y a pas tant d'organes d'échanges de mis en place au niveau national. Alors, il y a effectivement des associations de représentants des usagers, des associations, des comités d'éthique, etc., mais ça reste quand même assez limité. Pour les opinions politiques, on a des élections, alors voilà, dont on peut discuter à loisir sur le fondement, le bien fondé, etc. Mais en tout cas, il y a des organes qui permettent aux gens de la société civile de se prononcer. Et c'est vrai que sur un domaine qui touche à l'intime des personnes, on n'a pas tant d'organes que ça pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, hélas, comme vous le soulignez, un petit peu les travers des réseaux sociaux avec, si je puis dire, à boire et à manger, quoi. Donc avec des pseudo-scientifiques, mais aussi parfois simplement des observations de bon sens ou à minima des interrogations de bon sens. Après, les questions que les gens y apportent, les réponses que les gens y apportent, sont pas forcément les bonnes, mais en tout cas, des réponses, des questions que les gens se posent et pour lesquelles ils n'ont pas forcément beaucoup de possibilités ou d'espace pour les poser. Oui, je suis d'accord avec vous, en fait. Mais en même temps, tout à l'heure, je ne parlais pas de pertinence. Hein. Je disais simplement que la parole était libre sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Et qu'il me semblait avoir entendu beaucoup de citoyens s'exprimer, et pas seulement des journalistes, des politiques ou des médecins et des scientifiques. Et par ailleurs, ceux que, en revanche, nous n'avons pratiquement jamais entendu ou lu, ni sur les réseaux sociaux, pour ce qui me concerne en tout cas, ni entendu à la radio ou lu dans les médias, etc., c'est les patients et c'est la voix des patients. Moi, je suis évidemment, comme vous, quelques associations de malades que j'ai entendu s'exprimer, mais relativement peu. Et ça m'a, je dois dire, un peu surpris et attristé, parce que j'ai eu ça me ramène à ce sentiment que je déteste, c'est pas mon sentiment, hein, vous aurez bien compris, qu'on a tendance parfois à ramener des citoyens qui sont en situation d'avoir une maladie à des personnes malades. C'est-à-dire comme si la personne malade être malade devenait un statut. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dérangeant. Très dérangeant. Bon, et après, simplement pour compléter, et après j'arrêterai de monopoliser, par rapport aux échanges, alors typiquement, je prends l'exemple peut-être le plus symptomatique là, pendant le confinement, les débats autour du professeur Raoult. Certes, il y a eu, comme on disait, chaque Français était médecin ou avait une position scientifique, mais parfois je trouve qu'il y avait aussi, hélas, des médecins ou des représentants du corps médical qui, de mon point de vue, ne représentaient pas forcément l'esprit scientifique dans une posture un peu modérée, d'approche scientifique des choses, des tenants et aboutissants, et qui eux-mêmes prenaient des positions très tranchées dans ces débats. Voilà, mais c'est encore une fois, c'est mon opinion de quelqu'un de la société civile, voilà, qui n'est pas du tout du métier.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, tout le monde parle, et il y a 60 millions ou 1 milliard d'épidémiologistes, donc personne n'y comprend rien. En plus, on est très mauvais, donc c'est ça qui est assez curieux. Moi, il me semble que simplement ce dont vous parliez, les emballements autour de Raoult, pour ne pas le nommer, c'est effectivement aussi, ça renvoie à une crise politique ailleurs, d'une certaine manière. Et ce que les gens apprécient en Raoult, à mon avis, c'est le côté je prends mes responsabilités, je suis courageux, j'essaye, etc. Et par rapport à la société politique qui est totalement dans l'hésitation, je pense que c'est une des raisons de cela. Alors après, je ne vais pas me prononcer du tout, j'ai pas la moindre idée sur la méthode, la potion marseillaise. Hein. Bon, c'est clair aussi qu'il y a une espèce de, je trouve que le débat a été mal engagé. Hein. Gilets jaunes, pas gilets jaunes, etc. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Je pense que moi, les dérapages, les bêtises dont vous parliez, c'est aussi parce que notre société est sérieusement malade. Enfin bon, je ne vais pas énumérer les crises qui jalonnent ces derniers mois. Il y a un problème, hein, il me semble. Donc je pense que c'est peut-être pour ça. Alors par ailleurs, moi, j'essaie de ne pas trop parler. Enfin, on ne sait pas donc se prononcer sur telle ou telle méthode, telle ou telle doctrine des essais randomisés, etc. C'est n'importe quoi. Mais moi, je suis assez frappé, au contraire, par l'espèce d'ébullition, sauf effectivement des associations de patients, parce que aussi peut-être il n'y a pas d'association de patients Covid pour des raisons évidentes. Hein, c'est clair. Merci. Je crois qu'il est temps. Je suis désolé parce que le débat est passionnant et je suis désolé de devoir y mettre un terme. Je vois qu'il est 20h15 passé et donc je vais devoir effectivement couper cette conférence, mais pas avant d'avoir remercié tous pour votre contribution, votre participation, ces échanges qui encore une fois été extrêmement intéressants, vifs et passionnés. J'aurais aimé qu'ils durent plus longtemps. Je ne vous laisse pas non plus partir sans vous dire que notre prochaine visioconférence, notre prochaine web émission Gyptis aura lieu le 4 juin 2020 prochain. Je n'ai volontairement pas inscrit de thème parce que j'hésite encore entre deux et que ça va dépendre aussi des personnes qui ont été invitées et des premières qui seront disponibles. Donc, on vous communiquera très rapidement, probablement la semaine prochaine, une thématique plus précise sur cette prochaine web émission. Et donc, je voulais remercier tous les participants et aussi le cabinet Stan, donc dirigé par Nicolas Barthes, et qui a commenté avec nous ces web émissions. Donc, merci à Nicolas et à son équipe. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très, très bientôt. Bonsoir. 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 Bonsoir, au revoir. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci.